Hello à tous. Alors aujourd'hui, heureux de vous retrouver sur YouTube. Aujourd'hui, on va discuter avec Jérôme. Jérôme, il est fondateur de Slider, qui est une agence PowerPoint. On va pouvoir en discuter un peu plus parce que c'est un modèle qui est un peu particulier. Je l'ai rencontré parce qu'il avait besoin d'un peu d'aide sur son SEO, donc on a travaillé ensemble un petit peu. Et du coup, je me suis dit que c'était quelqu'un qui était grave intéressant. Voilà, sur les quelques échanges que j'avais eu avec lui, donc je me suis dit, allez, on va en faire profiter tout le monde. Est-ce que t'es chaud aujourd'hui, Jérôme, pour nous parler de tout ça et nous faire des jolis tips et des jolis insights sur YouTube? Bah, je suis très chaud. Merci Léo pour l'invitation. Super heureux d'être ici et de partager tout ça avec toi. Ok, top. Bon, bah écoute, ça fait plaisir alors. Euh, À la rigueur, d'habitude, je présente un peu les gens et je les introduis un peu parce qu'ils ont un modèle qui est un peu plus, tu vois, un peu plus simple à comprendre ou un peu plus populaire que le tien. Mais pour une fois, je vais te laisser te présenter et nous présenter un peu ta boîte et qu'est-ce que vous faites spécialement. Et après, on approfondira un peu sur tout ça parce que c'est un modèle qui est un peu intéressant et qui est différent de ce qu'on a l'habitude de voir, je trouve. Ok, donc moi je suis donc Jérôme, je suis cofondateur de Slidor, donc c'est une agence de création de présentation qu'on appelle aussi agence PowerPoint dans notre métier. Donc c'est un petit marché, un marché de niche, et donc notre métier ça va être de créer ou de transformer des présentations qui ont de l'enjeu en général pour les entreprises. Donc concrètement, tu es une entreprise, tu vas lever des fonds, tu as une présentation commerciale, tu as un événement important à préparer, et ben tu vas passer par une agence si tu souhaites avoir une très belle présentation, une présentation qui a de l'impact ou une présentation qui va convertir. Donc on est vraiment une agence, un studio de design dédié à un métier qui est la présentation. Ok, grave intéressant. Et je prends mon téléphone comme ça, je note en même temps toutes les choses qui me viennent parce que j'ai plein de choses qui vont me Vas-y, venir au vas-y, fur et à mesure de parfait. ce que tu dis. La première question que je me pose, c'est comment est-ce que tu te retrouves à monter une agence PowerPoint? En fait, d'où vient l'idée? Parce que je sais pas si vous étiez la première en France, je sais pas si vous êtes la plus grosse d'ailleurs alors qu'il est en France ou pas. Et je vois pas, enfin tu vois, bon moi une agence SEO ça va, c'est assez populaire, c'est un modèle classique vu et revu. Mais toi une agence PowerPoint, comment est-ce que tu arrives à cette conclusion de lancer une agence PowerPoint? Alors ça remonte un peu, il faut se mettre en 2013, donc il y a 12 ans. Donc concrètement, moi je fais une école d'ingénieur, puis je me dis que j'ai pas envie d'être ingénieur. Ensuite, je vais faire un, un- un master dans une école de commerce et je fais un truc assez classique. Donc je signe un job chez Amazon où je fais beaucoup d'Excel, ça me plaît pas énormément. Et avec mon frère, on a quelques idées et on cherche une idée où on est peut-être les plus compétents pour la réaliser, mais aussi une idée où on n'a pas d'argent à mettre dedans et où on peut assez vite voir s'il y a un retour. Euh, et donc, je quitte mon job lui aussi, on se met sur ce créneau parce qu'on se dit à l'époque, en fait, euh, il commence à y avoir de l'intérêt sur du web design, mais on se dit que ça peut se porter sur de la présentation. Et on a cette idée-là, mais la réalité, c'est qu'on n'est pas les premiers à l'avoir. Il y a déjà des acteurs sur le marché qui vont proposer, qui vont avoir une proposition de valeur qui est on vous fait gagner du temps quand vous faites des slides, on va vous permettre voilà, de ne pas le faire en interne et on va vous le faire à votre place. Et nous, on essaie de se différencier en se disant, nous, on a vraiment envie d'apporter de la valeur et on va essayer de créer peut-être le segment de marché du haut de gamme de la présentation. Donc, on se dit que il y a souvent de l'enjeu dans les présentations et donc il faut y mettre de l'attention et ça peut avoir un impact assez fort. Je donne un exemple, tu as une présentation commerciale, peut-être que tu vas déployer sur une flotte de commerciaux. Si tu arrives à augmenter un peu de ta conversion via une belle présentation, bah, c'est important, ça vaut le coup de mettre du budget dedans. Donc la vraie raison pour laquelle on se lance, c'est bah, déjà on est fauché, donc on a des prêts étudiants à rembourser et, euh, et c'est une idée qu'on peut mettre en place assez rapidement. Moi, je suis passionné par le design et même si j'ai pas fait mes études là-dedans, et mon frère a un très beau vernis commercial, donc on peut essayer ça rapidement et on se jette dedans assez vite en se disant avec un peu d'arrogance que on va faire mieux que les acteurs sur le marché. Et voilà, donc on y va vraiment du jour au lendemain et on commence comme ça. Est-ce que tu es inspiré des US quand tu fais ça? Est-ce que tu regardes le modèle américain quand tu fais ça? Parce que souvent les Ouais. US, ils ont un peu de l'avance sur nous. Et j'imagine que c'est un modèle qui devait exister depuis forever aux US. Est-ce que tu es dans cette logique-là? Ou est-ce que tu regardes un modèle français, c'est un numéro un français, tu te dis, bah tiens, eux font ça sur du bas de gamme et on peut les prendre en faisant du haut de gamme et il y a un segment qui n'est pas adressé. C'est quoi les Ouais, modèles que tu regardes quand tu lances cette boîte? c'est une très bonne question. Alors moi, à ce moment-là, il faut comprendre que je sors d'un master spé qui est HEC entrepreneur, qui ne jure que par des produits en SaaS Mhm. et de l'entrepreneuriat à San Francisco. Ouais. Et donc, en fait, Déjà moi, en je suis très 2012 d'ailleurs?
Enfin, déjà, c'est en Ouais, en 2012, 2012, 2013, ouais. 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 Ça devient assez cool d'être un entrepreneur à ce Ouais. moment-là. On a tous les yeux rivés vers les États-Unis, vers la Silicon Valley, sur les produits en SaaS, parce que c'est des exemples de marketing. Et voilà, c'est vraiment l'époque où on se dit on veut faire des boîtes scalables. Ce qu'on n'est pas du tout d'ailleurs avec une boîte de service. Mais moi, je regarde ça. Et c'est mon inspiration en fait. C'est plutôt des boîtes de produits. Donc le marché de la présentation PowerPoint, il n'est pas structuré. Il y a une boîte qui s'appelle Nancy Duarte, donc qui est Duarte, donc qui est fondée par Nancy Duarte, qui va apporter quelques tips sur PowerPoint, sur du contenu, des choses comme ça. Mais finalement, il n'y a pas vraiment d'acteurs sur lequel on peut s'inspirer. Et il n'y a pas non plus d'inspiration. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de choses sur le web design, mais on voit rien quasiment sur la présentation PowerPoint, en tout cas les belles présentations. Donc nous, notre inspiration à ce moment-là, c'est les produits en SaaS le marketing de startups qui a levé des fonds et le web design. Donc voilà, des sites comme Awards, etc. Et on se dit, on va essayer de porter ça sur la présentation. Ok, putain, c'est marrant parce que tu pars vraiment avec un melting pot qui est ultra intéressant, qui est ultra cool, tu vois, parce qu'en fait, c'est le modèle qui a été éprouvé, qui a été lessivé après pendant 10 ans. Mais tu pars, tu vois, tu prends ces inspirations et en fait, ce que tu fais derrière toi avec ta boîte, ça ressemble, c'est un petit peu à chaque fois de tout ça, mais c'est assez loin de ce que tu faisais initialement, quoi. Donc, Ouais, c'est vrai. Alors, en fait, il nous faut forcément une inspiration dans le design ouais, quand forcément. tu veux imprimer une direction créative ou une direction artistique. Et donc, nous, bah, voilà, ça a toujours été le web parce que ça Mhm. va très vite. C'est là où tu peux trouver des choses nouvelles. Et donc, très vite, on va même recruter des web designers plutôt que des gens qui ont déjà fait de la présentation, ce qui est rarement le cas quand tu cherches à recruter des designers. Ouais, c'est une question que j'avais justement qui m'intéresse. C'est quand tu dois faire des PowerPoint, tu as genre plein de choses qui passent dans un PowerPoint. Tu as un aspect commercial, tu as un aspect de communication pure et dure, tu as un aspect de design. Et je me demandais si demain je devais recruter quelqu'un pour faire des PowerPoint, qu'est-ce que je recrutais? Est-ce que ce serait plutôt un designer? Est-ce que ce serait plutôt un commercial? Est-ce que ce serait plutôt, tu vois, quelqu'un qui est très bon en communication ou très bon en storytelling, quelqu'un qui est bon en contenu? Et alors comment est-ce que vous recrutez ces Ouais. aspects-là? Comment c'était la logique au début potentiellement et qu'est-ce que c'est maintenant? Ben, je crois qu'au début, on s'est concentré sur un core business de spécialiste qui est vraiment le design de présentation. Donc, Mhm. on s'est dit, on veut faire de l'ultra qualité. On veut se présenter comme étant la meilleure agence qui fait les plus belles présentations. Et pour ça, il faut qu'on prenne des designers qui ont un super œil, Mhm. qui sont de très très bons designers. Et en fait, dans le métier juste de mise en forme de présentation, c'est beaucoup de mise en forme de l'information. Donc, c'est un peu un parallèle avec le web ou le print dans nos métiers. Et donc nous, on va juste recruter les meilleurs designers. Donc on va prendre ceux qui ont les meilleurs portfolios et on va essayer de leur dire à l'époque, parce qu'on est personne à l'époque, hein, donc on leur dit salut, là tu fais des sites web, c'est hyper sympa, mais en fait tu vas venir faire des PowerPoint. Et ça a pas l'air sympa comme ça à première vue, mais voilà, ça va être différent. Et puis peut-être que tu vas toucher des clients que tu n'aurais pas touché dans le web grâce à Mhm. la présentation. Donc on essaye voilà, de recruter des très très bons designers, en tout cas, Com- c'est plus ça. Comment tu fais pour juger la qualité d'un portfolio? Moi, je suis extrêmement mauvais en design et c'est vraiment, tu vois, ma plus grande faiblesse pour le coup. J'ai pas du tout l'œil. Je suis incapable de dire qu'est-ce qui est quelque chose de beau ou pas. Enfin, si je peux le dire, mais a posteriori, je serais incapable de critiquer quelque chose. Comment tu fais pour juger la qualité d'un portfolio d'un designer quand tu es en train de recruter au début? Ah, Toi, tu as un bon œil, j'imagine. C'est là-dessus que tu te bases. alors, c'est vrai que ouais, le travail commence par ça, c'est-à-dire former ton œil. Ouais. Donc faire de la veille tous les jours sur le design, Mhm. sur voilà, c'est quoi les trends, ou alors c'est quoi les choses qui restent. Essayer de former ton œil. Donc moi, depuis que je suis dans ce métier-là, en tout cas depuis 12 ans, tous les jours, je vais faire de la veille design. Et il n'y a pas un jour sans lequel je vois pas quelque chose de nouveau. Et Mhm. ensuite, c'est de pratiquer. Et une fois que tu as formé ton œil, ben, peut-être que tu vas pouvoir identifier des choses, mais ça peut être la beauté d'un portfolio, la capacité peut-être à répéter un design ou une direction artistique, ça Mhm. peut être de la rigueur, ça peut être la gestion de la typographie, des espaces, ce genre de choses. Tu vois assez vite en réalité quand quelqu'un va faire des petites fautes de design, tu vois assez vite que quand quelqu'un a de la maturité dans le design, si tu as un œil qui est bien formé. Mais c'est beaucoup de règles à la fin, c'est pas que du goût.
Ouais. Putain, c'est marrant parce que ouais, il y a du goût et il y a toutes ces règles de se dire, tu vois, putain, là la typo elle est bien, mais là la typo elle est un peu trop grosse vs celle qu'il y avait avant, etc. C'est fou parce que c'est vraiment pas des choses que j'arrive à détecter ou que j'arrive à. Ouais. De plus en plus, moi j'ai la base, j'arrive juste à aligner mes trucs, tu vois, c'est à peu près tout. Et encore, Ouais, c'est élémentaire. c'est déjà bien. Une question que je me pose, c'est au début, toi qui es biberonné entre guillemets au SaaS américain, j'imagine que tu lances pas un SaaS parce que t'as pas de budget ou que voilà, il y a aucun de vous deux qui est dev, donc bon bah, il y en a un qui est bon avec ses yeux et ses mains et l'autre qui est bon commercial, donc ça fait un bon duo. Euh, Euh, Est-ce qu'il y a une raison, une autre, c'est la raison j'imagine principale pour Pourquoi je lance laquelle pas vous un lancez pas SaaS, un ouais. SaaS? Écoute, alors à la base, moi, je sais dev parce que je fais une école d'ingé en informatique, donc Ouais, c'est vrai. en fait, mais je crois que c'est le schéma de l'entreprise qui était d'aller lever des fonds. Ouais. euh, C'était assez compliqué parce que bah, il fallait, euh, enfin, tu lèves pas des fonds en un mois, ou alors c'est un petit peu difficile. Je pense qu'on avait envie de faire des choses assez rapidement. Évidemment, il fallait trouver l'idée du SaaS aussi. Et, euh, et puis, l'autre point, c'est de se dire, est-ce qu'on est les meilleurs pour porter ce business? Et je pense qu'à l'époque, c'était une réflexion qu'on avait. C'était moi, j'étais passionné par le design, donc je savais que j'allais pouvoir aller dedans. Mhm. Mon frère était très talentueux pour parler à des clients, à des grands comptes et pour ramener du business aussi. Donc c'était un très bon mix, une très bonne association et voilà. Et ensuite, c'est aussi, il y avait un côté un peu opportuniste hein, dedans. On voit que le marché existe un petit peu. On voit qu'il y a quelque chose à faire en se disant peut-être qu'on peut faire mieux que ce qui est existant. Donc on Mhm. se jette dedans et ça nous permet quand même de tester et d'itérer très vite plutôt que d'avoir à créer un produit, ce qui peut prendre du temps, de lever des fonds, etc. Ouais, ouais, t'as une vitesse d'action, je trouve, avec le service qui est quand même, surtout au début, hein, qui est monstrueuse, Ouais, où en fait, tu peux aller très vite, quoi. Parce que tu es tout seul avec tes ouais, mains et t'as qu'une envie, c'est d'aider tes clients et ils arrivent. Donc, ok, c'est bon, on va le faire tout de suite. Vous inquiétez pas, ça va être fait, ça sera bien fait, etc. Et ça te donne envie d'aller vite, exactement. quoi. Ouais, ouais, tu peux. Bah, c'est un autre modèle d'entreprise, évidemment, Mhm. mais c'est un modèle où aussi tu peux apprendre beaucoup par l'expérience. Ouais. Et si tu aimes ce que tu fais dans le service, ouais, tu comptes pas tes heures et tu deviens expert d'un sujet. Et c'est ce que nous on apprécie. Ouais. Ok, 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 bah ça make sense. Euh, la question, c'est un peu. Initialement, vous l'avez pas fait pour ces raisons. Je sais que tous les fondateurs d'agences, ils finissent toujours par avoir un peu ce truc de mon modèle, il est pas scalable de toute façon. Pourquoi est-ce que je lancerais pas un modèle scalable maintenant que j'ai du cash et de créer un produit ou créer un SaaS adossé entre guillemets à l'agence avec l'expertise que tu y as acquis. Est-ce que c'est un truc auquel tu as réfléchi avec Slider? Ouais, on a même pensé à un moment à faire des plugins PowerPoint, à Mhm. faire des choses comme ça. La réalité, c'est qu'on a toujours essayé, mon frère et moi, de pas se disperser. On Ouais, se disait, on va essayer d'empiler de l'EBITDA tant qu'il y a de la profondeur de marché. Et ouais, s'il y a plus de profondeur en France, on va aller chercher à l'international. Et tant qu'on peut grandir, devenir encore, disons, plus pertinent et s'améliorer encore sur notre marché, on continuera à le faire. Voilà. Alors après, il y a plein de success stories d'agences qui ont réussi à lancer des produits. C'est juste que nous, pour nous, c'était très vertueux de rester concentré et de se dire on va prendre à chaque fois les meilleurs profils, on va pouvoir attirer les meilleurs, on mhm. va avoir de nouveaux clients, on va générer de la satisfaction qui est encore meilleure qu'avant et on va pouvoir à chaque fois essayer de faire tourner ce modèle vertueux, d'être la meilleure agence sur notre secteur. Et tant que ça grandit et qu'on est heureux de ce qu'on fait, on n'a pas vraiment de raison de regarder ailleurs. Ouais. Donc voilà, être ultra spécialiste, c'était très vertueux pour nous. Ça l'est toujours. Ah, ok, bah, ouais. Je suis vraiment d'accord avec cette vision hein, pour le coup. Je trouve que la plupart du temps, les agences qui lancent de la tech, c'est pas forcément pour les bonnes raisons ou de la bonne manière. J'ai l'impression que la plupart du temps, c'est plus pour des questions de valorisation parce qu'en fait, tu vas te mettre en mi-agence, mi-tech et en fait, tu vas être mieux valorisé sur les multiples parce que tu as de la C'est tech. vrai, c'est vrai. Mais la réalité, c'est que le bid die vient de l'agence finalement. Donc, tu vois, bon, bah, tu vois, c'est Ouais, ça le modèle moteur, quoi. et c'est une bonne raison aussi, hein, sincèrement, une fois que tu as créé, disons, un petit trésor de guerre qui te permet de voir venir un petit peu, tu vois, au cas où tu as un coup dur, Ouais. euh, est-ce que tu as envie de mettre ça à risque? Est-ce que, bah, sinon le modèle, c'est de te dire, je vais faire venir des investisseurs Mhm. qui vont prendre une participation dans mon entreprise, mais la réalité, c'est qu'une fois que tu es seul au capital, que ta boîte fonctionne, bon, bah, tu sais que ça va changer pas mal de choses. Une fois que tu as gagné ta liberté, entre guillemets, et que ta boîte fonctionne, est-ce que tu as envie de faire venir des investisseurs pour lancer un produit? Voilà, ça arrive, mais dans notre cas, on n'avait pas envie de ça. Je pense qu'on était très heureux d'avoir construit ce qu'on avait construit à ce moment-là et de continuer.
Ouais, ouais, ouais. Et en plus, c'est un modèle qui est différent. Donc, en fait, tu réapprends un modèle d'entreprise, tu te disperses et Bien généralement, ça sûr. te fait perdre de l'attraction sur le modèle agence, justement, sur le service, parce que tu dois te disperser. Je pense aussi que c'est pour ça que c'est une moins bonne idée. Euh, je savais pas que tu avais monté Slider avec ton frère. Du coup, c'est cool, c'est stylé comme une boîte familiale, comme on pourrait dire. Ouais. Euh, c'est quoi comment ça se fait que ton frère était très bon commercial grand compte comme ça? Parce que pour le coup, Slider, on en parlera un peu après. Mais c'est votre type de client. Il n'y a pas 1 million de clients que vous pouvez Mm. toucher. C'est essentiellement des grands comptes et les boîtes du CAC 40, quoi, grosso modo. Comment est-ce qu'on finit par être bon pour être commercial grand compte? J'ai l'impression que, enfin, moi, je ne sais pas comment est-ce que tu arrives dans cette situation-là, quoi. Et ça Euh, m'intéresse parce que j'aimerais bien un jour devenir bon commercial grand compte aussi. alors, déjà, je sais pas si on est des bons commerciaux grands comptes, mais en tout cas, on arrive à les transformer. Non, je crois que la réalité, c'est quand on s'est lancé, on a tout de suite voulu apparaître comme étant une agence établie, une agence Mhm. mature, tu vois, une agence Ouais, très professionnelle. Et donc, on a essayé de transpirer euh, tout ce qui était les codes, peut-être d'une agence très établie qui peut parler à des grands comptes. Donc, ok. plutôt que de se revendiquer comme étant une petite start-up, des mecs cool, de Mhm. raconter tu vois, notre vie sur notre site web et de dire hello. Euh, on a fait 1500 slides cette année, c'est super, etc. Tu vois, toutes ces choses qui peuvent un peu paraître comme des trucs cool. Et ben en fait, nous on voulait pas ça. On voulait pas être une startup, on voulait pas être une boîte cool. On voulait être une boîte très sérieuse Ouais. et dire à ces grands comptes, vous pouvez vous adresser à nous. Et donc voilà. Et je pense que on était très obsédés au départ. Donc quand il y avait un appel d'offres ou qu'on était en concurrence, Mhm. si on était en concurrence contre des gros, des Publicis, des BETC, des boîtes comme ça, alors que nous, on était trois dans un couloir, et ben, on y allait et on se disait, Vous donniez on votre va vie, vraiment quoi. s'arracher et on va tout faire pour gagner ça. Ouais. Et voilà, donc c'était une posture d'abord, et ensuite savoir s'adresser à ces grands comptes, donc comprendre que les cycles de vente sont différents, Mhm. les négociations sont différentes, et essayer d'adapter son discours commercial forcément et les besoins, et donc s'intéresser beaucoup à leur business. Euh, ouais, je pense. Ok, 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 ok. Bah, merci des trucs, c'est intéressant. Je pense que la question de la posture, c'est vraiment un truc sur lequel je suis extrêmement mauvais. Il faudrait que je progresse parce que tu vois, moi, je pense que quand on sera 40, j'aurai encore une dégaine de boîte comme si on était trois, tu vois, dedans. À l'inverse. Non, mais ça peut plaire aussi. Je pense Ouais, qu'il n'y a pas ouais, de ça. formule miracle. Nous, ça nous allait bien, tu vois, on n'avait pas envie. Euh, Enfin, on avait envie d'être sérieux, tu vois, on voulait être Ouais, sérieux avec ces ouais, vous gens-là, voulez et être sérieux, ça quoi. marchait, ouais, on voulait être sérieux, donc et donc ouais, je pense que ça a toujours été la personnalité de notre agence, en tout cas, Ok. euh, c'était de délivrer, de promettre et d'être très sérieux sur tout ce qu'on promettait. Ouais. Ok, 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 ok. Stylé. Ça fait plaisir. Euh, En typologie de client, on va pouvoir en parler un peu justement sur la partie acquise des clients. Vous adressez forcément, vous faites du premium. Vous êtes sur un truc où pas tout le monde paierait 5 000 € pour une présentation PowerPoint. Donc, il faut Mhm. s'adresser aux gens qui ont de l'argent, grosso modo, qui sont généralement les grosses boîtes, qui sont prêtes à payer des jolis montants pour des présentations sexy. Euh, à l'heure qu'il est-ce que c'est facile ou difficile, tu vois, d'acquérir des clients dans ce genre de scope? Est-ce que c'est quoi un peu les difficultés? Je pense que les cycles de vente sont assez longs, malgré le fait qu'on soit sur un truc qui soit assez précis et opérationnel, tu vois, parce qu'en fait, une présentation PowerPoint, c'est pas une stratégie marketing ou un truc comme ça. On est quand même sur quelque chose qui est assez bas, même si tu as une influence forcément sur le contenu et en fonction de ce que c'est, il y a des choses qui sont importantes. Mais voilà, est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est quoi les particularités d'agir sur ce genre de typologie de client? Alors, ce qui est vrai, c'est que, disons que les grands comptes, c'est ceux qui vont faire notre chiffre d'affaires. Ouais. Mais il y a quand même pas mal de petites boîtes, tu vois, des startups ou des PME qui vont quand même venir nous voir pour des besoins assez spontanés. Ouais. Euh, et donc, par exemple, ta question, c'est comment enfin, c'est quoi les particularités de C'est l'acquisition ça, ouais, ouais, ouais. Sur la partie grand compte, à la rigueur, on va tourner ça différemment. Comment est-ce que vous faites vos premiers clients sur des appels d'offres, tu avais l'air de dire, Ouais. et comment ça se développe votre côté acquisition au fur et à mesure? Ouais. Alors, au début, donc on crée la boîte, Ouais. donc on l'a créée en, je sais pas, deux, 2 semaines, et on se dit bon bah il faut qu'on trouve des clients, on a 3-4 mois à vivre avec nos chômages et nos dettes, donc quand t'as pas d'argent, t'es assez créatif au départ. Et, et donc on a
le premier truc assez évident qui est, moi j'ai un réseau d'écoles, disons, donc je vais envoyer un mail que j'envoie à 40 ans de promo. Donc t'as droit à un mail comme ça. Hein, Ouais. ensuite, t'as grillé ta chance. Et donc, hello, on a lancé notre boîte, voilà. Et donc là, il y a des gens qui sont assez, enfin, qui ont le goût du risque et qui acceptent de travailler avec nous, sachant qu'on n'a pas de clients. Donc, je les remercie. Voilà, notre premier client, tu vois, c'est l'atelier des chefs. Donc, c'est Nicolas Bergerot, qui est très sympa à l'époque et qui accepte de bosser avec nous. Et ensuite, il faut que tu trouves des leviers marketing. Donc, moi, j'avais déjà fait pas mal de sites web. Je faisais des sites web vitrines. Et donc, je connais un peu le SEO à l'époque, mais rien à voir avec aujourd'hui. Et donc, j'observe, tu vois, qu'il y a une intention de recherche qui est agence PowerPoint, où il y a un petit peu de volume. Et alors, c'est entre 50 et 100 par mois, hein, sur notre marché français. Enfin, je crois que c'est peut-être moins que ça à l'époque. Et c'est le seul mot-clé que j'identifie, mais j'identifie que les concurrents existants, qui sont 3-4 boîtes qui sont là depuis quelques années, en fait, l'adressent pas trop. Mhm. C'est plutôt des sites d'agence où ils vont parler des fondateurs, de leurs convictions, des choses comme ça. Et donc, assez vite, je me mets sur ce mot-clé. Et en peu de temps, je dirais peut-être un mois et demi, en fait, on prend la première position là-dessus. Mhm. Euh, et on fait pas un travail formidable, mais c'est juste que la concurrence fait pas de travail du tout sur ça, donc ça fonctionne. Et à ce moment-là, en fait, le téléphone commence à sonner et on a beaucoup trop de demandes par rapport à ce Ah qu'on ouais? peut. Et donc, Immédiatement, vous arrivez premier, vous avez plus de demandes que ce que vous pouvez gérer, quoi. ben ouais, en fait, c'est du trafic ultra qualifié. Ouais. Voilà, il y a un besoin. Alors, il y a un momentum hein, dans notre business. On arrive vraiment au bon moment, je pense, où il y a de la Mhm. demande. Et moi, je fais un site un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure, donc comme un site de produit, où Mhm. là où les agences parlent beaucoup d'eux, des fondateurs, etc. Moi, je parle beaucoup de la marque. Et en Mhm. fait, je montre du portfolio instantanément. Donc, je me dis, Ouais. je veux que les gens ils arrivent sur le site et qu'ils se disent, ah tiens, ça c'est beau, je veux la même chose. Et en plus, c'est pertinent. On me parle de pitch deck ou de présentation commerciale. C'est tout à fait mon besoin. Donc voilà, ça se passe comme ça. Donc, au début, les clients, c'est du SEO et un peu de réseau au départ qui nous aide. Mais très vite, c'est la recommandation. Mhm. Donc, on travaille très très dur pour les premiers clients. Vraiment, on essaie de faire de l'ultra qualité. Donc ça va du premier appel jusqu'à la livraison. Mhm. Et donc, on essaie de jouer sur la recommandation euh, et, euh, et sur le fait que les gens vont nous rappeler ou nous recommander auprès d'eux. Et donc aujourd'hui, 12 ans plus tard, en termes de new business, donc disons du paid et de l'organique, ça va représenter environ 40-45% de notre chiffre d'affaires et tout le reste, c'est de la recommandation ou du Ok. repeat. Ouais, ouais, ouais. C'est ce que j'allais te poser comme question. Vous êtes sur un domaine où forcément il y a quand même pas mal de repeats qui peut arriver. Alors qu'il est, c'est une grosse part du biz ou ça reste quelque chose de minoritaire. Vous avez, en général, un client, il va revenir combien de fois? Est-ce qu'il a tendance à revenir une fois, deux fois, trois fois? Est-ce que il revient une fois tous les 3 ans? Est-ce qu'il revient une fois sur deux? Ça ressemble à quoi en termes de repeat? Alors ça dépend du type de client. Les grands comptes, par exemple, ils vont signer des enveloppes annuelles chez nous, Ouais, donc ils vont nous appeler dès qu'ils ont un besoin. ok. Et souvent, les grands comptes, ils vont avoir par exemple des événements qui sont récurrents, donc peut-être qu'ils ont un événement tous les 3 mois ou un Mhm. événement annuel. Ils ont besoin de mettre en forme leur keynote, donc on sait qu'ils vont revenir globalement. Mhm. Ils vont nous remettre en concurrence, mais ils vont quand même revenir. Et ensuite, tu vas avoir les startups. Donc voilà, c'est au rythme des levées de fonds, donc voilà, ça va peut-être venir tous les ans et demi, tous les 2 ans. Et Mhm. les boîtes un peu plus traditionnelles, elles ont une présentation commerciale, elles vont peut-être la Mhm. faire une fois tous les ans, une fois tous les 2 ans, lors d'un rebranding, ce genre de choses. Donc ça dépend du type de client, mais les petits clients reviennent peu, Mhm. et les gros clients reviennent plus souvent quand même. Ok, 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 stylé. Et ouais, c'est une question que je voulais te poser. C'était quoi un peu le split en termes de qu'est-ce que vous avez tendance à vendre comme présentation pour qui, tu vois, et en termes de proportionnel, j'ai l'impression que les trois grosses choses, c'est, tu vois, proposition commerciale que les commerciaux vont utiliser en flotte, Mhm. le pitch deck dans le cas où tu veux lever les fonds parce que ça, bon, c'est le PowerPoint qui va te rapporter le plus d'argent de ta vie, donc tu peux payer Slider pour qu'ils y aillent, et les présentations internes lors de séminaires ou de choses comme ça. Ça ressemble à ça. Est-ce que c'est un 33-33-33 en termes de CA ou de quantité? À quoi ça ressemble? Alors, disons que nous, à la base,
on a essayé de mettre un accent sur un type de prestation. Ouais. Et au début, c'était l'événementiel, parce que c'est là où c'était le plus spectaculaire, c'est là où tu as des gros budgets. Tu payes ton événement peut-être 1 million d'euros, c'est pas déconnant de te dire que tu vas mettre 50 000 dans ta présentation. Ouais. Euh, et donc ça, c'est euh, pour l'instant, c'est revenu à ça. Tu imagines bien que pendant le Covid, les événements, il n'y en avait plus. Donc à ce moment-là, on a fait du pitch deck. Mais voilà, le mix produit aujourd'hui, c'est plutôt l'événementiel en un, la com Ok. interne en deux, et le reste, présentation commerciale, puis les pitch decks. Ok. Les pitch decks, c'est bien, mais ça se vend forcément moins cher. C'est des Mhm. projets sur lesquels c'est plus difficile d'être rentable parce que tu as beaucoup de parties prenantes. Tu vas avoir les fonds Mhm. d'investissement, les leveurs de fonds, les entrepreneurs. Il y a un peu de stress au milieu de ces projets quand même. Donc voilà, là, en termes de gestion de projet, c'est toujours un peu plus, un peu plus chaud. Mais c'est aussi des très beaux projets, Ouais. très sympas et ça fait des beaux noms. Mais voilà, plutôt grand compte, événementiel, mais on pousse là-dessus. Ok. Et aussi, je pense pour tous nos designers, tu vois, on en a 23 des designers dans l'agence aujourd'hui en CDI, ils aiment bien ces exercices, ça te permet de voir les choses sur grand écran, et aussi c'est Ouais. assez vertueux parce que souvent, à la fin, tu as l'audience qui vient dire Salut, c'est en fait qui a fait ta présentation Elle est trop parce que j'aimerais belle. bien Ouais. voir pour, voilà, pour mon mariage éventuellement. Ouais. Vous avez déjà fait une présentation de Non, non, mariage je ou pas? plaisante. Ah! Non, on l'a fait pour des, on l'a fait pour des potes, mais on n'a pas. Non, non. En fait, c'est beaucoup Euh, mieux dans un mariage d'avoir un PowerPoint moche, tu vois, qui fait rire tout le monde, ouais, que d'avoir c'est quelque vrai. chose de très beau. Donc, il faut pas nous appeler pour ça. Est-ce que vous avez déjà fait l'exercice de faire le PowerPoint le plus moche possible? Non, on n'a pas eu ce luxe. On en a reçu des PowerPoint qui étaient, qui avaient une certaine patte graphique, mais non, non, on n'a pas fait ça. Non, Ok. non. Est-ce que, alors tout à l'heure, tu disais que les présentations pour lever des fonds, forcément, bon, voilà, il y a beaucoup de stress, hein. Il y a aussi la partie où les fonds sont pas encore levés, justement, donc tu vois, on n'a pas encore l'argent. Est-ce qu'il t'est arrivé je sais pas, d'objectiver, tu vois, d'avoir un pourcentage sur la levée ou un truc du genre, si jamais tu arrives à lever grâce à ma présentation, on a un bonus ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de construire de structurer des deals d'une manière un peu, on va dire, plus funky comme ça avec des startups? Ouais, c'est une très bonne question parce que souvent, les startups viennent, elles ont pas d'argent, et elles nous disent on veut un deck et on vous payera la levée de fonds. Ouais. Voilà, bon, c'est arrivé deux, trois fois qu'elles lèvent pas et dans ce cas-là, t'es pas payé. Donc, compliqué. À chaque fois, Mais elles dans vous disent on vous paye à la levée de fonds, quoi. C'est vraiment genre une pas condition à chaque quasiment fois, sine mais qua non du deal, quoi. startup en seed qui va lever un petit seed, donc qui va lever, je sais pas, 200, 300 000 euros, ouais, elle te dit, ben là, j'ai pas d'argent, mais je te payerai post-levée. Donc, il faut avoir une certaine confiance dans le projet. Mais sinon, en fait, la réalité, c'est que c'est très compliqué pour nous de savoir quel impact on va avoir. Donc, on Ouais. promet jamais ça aux clients. C'est vrai que les prospects viennent nous voir en nous disant, est-ce que je vais avoir du ROI pour ma présentation? Éventuellement, tu vas avoir du ROI parce que tu vas pas passer le temps que tu aurais passé dessus. Ça Ouais. peut te prendre beaucoup de temps. Maintenant, je suis pas capable de te dire si tu vas lever 2x ou si tu vas avoir plus de réponses de la part des fonds parce que tu as envoyé une très belle présentation. Sans Mhm. doute, tu vois, que ça va contribuer, mais je suis pas capable de savoir quel impact on a exactement. Donc nous, Ouais. on va vendre quelque chose qui est dans l'événementiel, qui est beaucoup d'émotions, qui est beaucoup d'impact, Mhm. mais on n'est pas capable de le quantifier. En tout cas, ce serait mentir que d'essayer de mettre du ROI scientifique là-dessus, je pense. Ouais, ouais, ouais. C'est assez marrant Et- parce que tu es vraiment à la frontière entre, tu vois, il y a un commercial qui fait sa présentation, tu qu'un support de présentation, mais d'un autre côté, tu sais que c'est ultra important et qu'un support moche, il sera pas performant. Et en plus de ça, tu as un côté où c'est du design. Donc, tu vois, c'est toujours plus difficile de quantifier le design, qui est quand même quelque chose d'assez qualitatif sur l'impact business, etc. Donc, ouais, putain, c'est marrant quand même. Ça doit pas être facile tous les jours à vendre sur le côté héroïste, quoi. Non, c'est vrai qu'à la base, on vend du temps, en fait, nous, on Ouais. vend du temps qu'on va passer sur la présentation et c'est surtout ça. Donc, pour des entreprises, ça peut paraître être un gros budget ou pour un besoin spécifique. Voilà, mais tu as de tout. Tu as des boîtes, des grands comptes qui vont solliciter nos services pour faire une présentation à une personne au sein de leur entreprise, pour faire passer une décision, tout comme tu en as qui vont la présenter devant plusieurs milliers de personnes, Mhm. et notamment lors des grosses conventions, tu vois. Euh, Là, tu peux avoir une très très grosse audience, mais on va pas le pricer de cette façon-là. Ouais, 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 ouais. Ok, ok, intéressant. Forcément, souvent quand tu fais du service, tu prices en fonction du temps que tu y passes. C'est un peu le modèle Un peu le obligé. plus, le plus sain, j'imagine. C'est ça, Avec un premium en fonction de, voilà, tu vois. exactement. Voilà, il faut pas non plus être trop
carré sur les pricing, hein. Il faut tenter, il faut aussi le faire en fonction de la demande. Donc nous, c'est vrai qu'il y a eu des périodes où on refusait 30-35% de la demande. Ça a Ouais. duré pendant 3 ans. C'était l'occasion évidemment de monter nos prix et de se positionner comme une agence encore plus premium Ouais. qu'avant. Parce que vous aviez pas les ressources pour prendre plus de clients, c'est ça? Ouais, alors comme dans toute agence de service, tu dois le vivre aussi. Quand tu Mmh. grandis, ce qui est dur, c'est de maintenir la qualité. Ouais. Et donc nous, on s'est dit, voilà, il faut que peu importe qui t'as comme designer chez nous ou avec qui tu tombes, t'aies exactement le même niveau de qualité et Ouais. qu'on vende la marque plutôt qu'on vende des personnes chez nous, en quelque Ouais. sorte. Donc ça a impliqué qu'on soit extrémiste sur le recrutement, vraiment. Ouais. Et donc, je vais te donner une stat qui est triste, hein, mais chez nous, il y a un peu moins de 50% de validation de période d'essai Ok. chez les designers. Bon, ça veut dire deux choses. La première, c'est qu'on recrute mal, et la deuxième, c'est qu'on est très Vous exigeant. êtes exigeant. Donc, voilà. Mais c'est très dur en tout cas, de recruter. Ça a toujours été le bottleneck chez nous. C'était les designers plus que le commercial. Donc, c'est trouver des Putain, gens qui c'est sont très fort. talentueux. Ouais, Vous ouais, avez ça a réussi toujours été le RH. à vous retenir de prendre l'argent du jour pour privilégier l'argent de demain, c'est beau. C'est dur, et puis dans des périodes difficiles, tu sais, où t'as envie de tout prendre, etc., où t'as envie d'y Ouais. aller, oui, forcément, mais on avait une réputation à maintenir, et décevoir un client qui est là depuis un petit moment, ça coûte assez cher. Ouais. Puis vous êtes des gens sérieux. Vous étiez des gens Ouais, sérieux, donc exactement. voilà, On peut c'est pas se le permettre sérieux avant tout, quoi. c'est ça, Tout pour pas le sérieux, d'écart. c'est important. Ouais, c'est bien, c'est les bonnes décisions de gens sérieux, quoi. Ça fait plaisir à voir. J'avais, là, c'est trop marrant parce qu'à chaque fois, on parle de présentation. Du coup, j'avais 3-4 questions sur les présentations. Notamment, est-ce que tu sais la présentation qui a été présentée devant le plus de monde ou pas? Laquelle de vos présentations a été présentée devant le plus de monde? Genre, Euh, quelle a été l'audience de la plus grosse présentation? c'est une bonne question. Alors, c'est peut-être la candidature de Paris aux Jeux Olympiques. Donc, Ah ouais, solide. ça, je Ça suis pas rigole sûr pas. qu'il y ait plus de monde qui ait vu, enfin, qu'il y ait une présentation où il y a eu plus de monde. Donc ouais, je pense à ça qui me vient en tête. Après, ça peut être des conventions, tu vois, une marque automobile, je sais pas, Toyota qui présente sa flotte de véhicules, ça va être live streamé, etc. Mais bon, c'est moins d'audience quand même, hein, mais il y a du monde dessus, mais c'est des grandes marques lors des grandes conventions. Euh, voilà, quand elles vont présenter des choses un peu à l'instar des keynotes d'Apple ou de Ouais. Google, etc. Est-ce Ouais, que la donc, keynote d'Apple, c'est un peu le Graal de la présentation PowerPoint? Est-ce que genre ça serait le projet ultime, euh, quoi, pour vous? Alors, en fait, on aime bien, forcément, enfin, on est tous inspirés par le design Apple à un moment de Mhm. notre vie de designer, mais non, c'est pas des prouesses techniques ou c'est pas des prouesses spectaculaires, c'est juste c'est très très bien exécuté Ouais. et c'est très beau et les speakers et les produits et tout est beau et surtout l'iconographie est magnifique et Apple ils vont dans le détail donc ça c'est très bien mais moi je vais bien aimer tu vois les keynotes de Samsung elles sont magnifiques parce qu'il y a d'autres choses il y a Mhm. vraiment de la scénographie qui va avec des jeux de lumière des choses de la vidéo donc du motion euh, Huawei fait des très belles choses aussi. On a vu les keynotes pareil de Tesla, d'Hyperloop. C'est encore un autre style, mais voilà, on prend l'inspiration un peu de partout. Mais non, il y a des marques qui font du très bon travail aussi. Ah, ok, stylé, c'est bon à noter. Euh, une question que je me posais, c'est quoi? Est-ce que tu dirais que vous avez une présentation qui était particulièrement étrange, tu vois, ou bizarre, ou genre, tu vois, qui sortait de l'ordinaire? Moi, je vais te donner un exemple d'un client que j'ai eu une fois, d'un lead que j'ai eu qui n'était pas un client, mais qui était un dentiste qui voulait se présenter au présidentiel. Et donc, il avait besoin qu'on pousse son site sur son programme spécial, etc., qu'on lui fasse des textes pour qu'il soit le meilleur candidat au présidentiel, etc. Bon, ça n'a pas marché parce que c'était un peu le fou du Il bus. n'est pas président, ouais. Mais ouais, il n'est pas président alors qu'il est. Donc voilà, je sais pas si vous avez aussi des clients ou des Ouais, présentations qui pourraient être un peu fun comme ça, quoi. si. Alors, sur l'étrange ou le bizarre à traiter, tu vois, on a fait une présentation sur un plan social. Donc Ah ouais. c'est pas un sujet super fun et c'est pas un sujet où tu vas commencer à faire beaucoup d'animation. Donc t'évites. Et Le nombre qui arrive en rebondissant comme ça. avant, après, etc. Donc voilà, ça peut être ça. On a eu des présentations où là, c'est un divorce, donc
C'est une présentation pour convaincre le jury que on doit aller Ah chercher ouais. plus d'argent auprès du mari, etc. Donc ça peut être ouais des sujets un peu exotiques. Et après, il faut imaginer qu'on a un peu plus de 3000 clients aujourd'hui, donc Ouais. on a vu beaucoup de sujets différents. Ça peut être des sujets très sexy comme des boîtes ultra industrielles qui vendent des choses qu'on comprend pas. Ça peut être de la pharma, ça peut être de la recherche, ça peut être Mhm. on voit plein de choses, on comprend pas tout, on essaye de comprendre, mais ouais, on voit passer beaucoup de choses. Ok, noté. Et la dernière question que j'avais là-dessus, c'était est-ce que tu sais c'est quoi la plus grosse levée qui a été faite avec vos slides? Le plus d'argent qui Ouais, a bien été sûr. Ouais. levé? Alors c'est assez récent puisque c'est Mistral. Oh, Donc ok, sexy. c'était en fin d'année dernière. Voilà, c'était autour d'1 milliard, euh, si je dis pas de bêtises. Et donc sans doute ça. Dans les grosses levées, on a fait Sorar aussi. Ok. Ah ouais, Euh, c'est vrai, je me souviens avoir vu ça. et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait Hyperloop Transportation Technologies, donc qui était une boîte basée sur le concept de Elon Musk Ouais. et qui, elle, allait lever beaucoup de fonds auprès des gouvernements. Mhm. Donc pareil, un gros tour de table. Et ouais, je pense que c'est celle-là, ouais, les plus grosses qu'on ait réalisées. Pas mal, pas mal. Mistral, j'avoue que c'est quand même pas mal pour le coup. C'est joli Bonne slide marque, un ouais, c'est milliard, vrai qu'on quoi. était on était content de l'avoir. Ouais. Ouais, vous auriez pu prendre un pourcentage directement sur la boîte au lieu de faire payer les slides. On aurait pu demander deux, trois, voilà. Mais ça passait pas. Noté. Euh, alors, il y a un point qu'on n'a pas évoqué, et je sais qu'on en avait discuté un peu. Vous faites essentiellement des slides. Je crois que vous travaillez aussi sur Webflow et que vous faites du site sur Webflow. Exactement. Euh, c'est en fait, c'est marrant parce que tu vois, tu arrives un peu du web design et c'était inspiré du web design. Je pense que l'arrivée de Webflow, c'est un truc qui fait quand même pas mal de bien au web design Mm. dans le monde global parce que grosso modo, ça vient remplacer WordPress qui était bien moche et qui n'a pas Ouais. évolué depuis 5 ans. Moi, j'adore WordPress, hein, je suis toujours très fan, mais malheureusement, il y a eu zéro évolution, donc à un moment, ils vont se faire remplacer. Et Webflow arrive et permet à des gens qui n'ont pas de compétences graphiques, je trouve, de faire des choses qui sont belles. Euh, Au moment où tu vois Webflow, à l'arrivée de Webflow, comment est-ce que tu vois ça? Pourquoi est-ce que tu dis, tiens, ça va être intéressant, on pourrait faire du web design sur Webflow aussi? Alors, moi, à la base, je fais des sites à la main. Donc, je fais du Ouais. front-end sur un bloc-notes au tout départ. Et c'est le premier site de Slider, je fais ça. Et Webflow arrive et je suis vraiment un early adopter Ouais. parce que je fais beaucoup de veille aux US. À quelle époque tu attaques Webflow? Parce que moi, je sais même pas quand c'est arrivé, j'en ai entendu parler il y a 2 ans, tu vois, mais Ben, je pense j'étais que super il y late. a, à mon avis, il y a 8 ans, un truc comme ça. Ok. Je pense que c'est peut-être, ouais, c'est vraiment les débuts. Donc, Mhm. et la promesse de Webflow à cette époque, d'ailleurs, c'est pas vraiment celle d'aujourd'hui, c'est de dire t'es designer et tu peux faire des sites web. En fait, c'est la promesse de Framer aujourd'hui. Ouais. Mais très vite, ils ont plutôt changé en étant une boîte qui s'adresse plutôt à des professionnels qu'à des designers. Donc moi, je vois Webflow arriver et je me dis, ben c'est quand même, ça me prend beaucoup de temps, hein. Le site, c'est moi qui le maintiens tout seul, qui fait Ouais. tout le Chaque marketing, ligne le de SEO, code, c'est toi qui s'en occupe. etc. Ouais, c'est ça. Donc, je suis sur mon éditeur à chaque fois qu'il faut changer un truc. Enfin, c'est un peu pénible. Ouais. Et donc, un jour, je refais tout le site sur Webflow et je réussis à refaire vraiment tout que je peux faire. Donc, je trouve que c'est un super outil. Là où, avant, il y avait pas mal de solutions, tu vois, des éditeurs, Ouais. mais je trouvais que c'était jamais la bonne approche parce que ça générait jamais vraiment du code derrière. En tout cas, c'était pas basé sur la sémantique du HTML. Ouais. Donc, on se souvient enfin, ça existe toujours, hein, mais tu vois, de Divi chez WordPress. Alors c'est peut-être mieux aujourd'hui, mais ouais, il y a 7-8 ans, Divi, C'était un c'était autre enfer. chose. Ah, c'était un C'était enfer. C'est mieux l'enfer. aujourd'hui, mais c'était un Ouais, enfer à l'époque, ouais, 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 clairement. franchement, on les voyait assez vite, les sites faits sur Divi. Et WordPress, c'est pareil, l'administration WordPress c'était dur, etc. Donc j'ai jamais adopté vraiment. Je faisais un petit peu de WordPress à droite à Mhm. gauche, mais je trouvais ça long, en tout cas en temps d'édition, de maintenir un site WordPress. Et pareil, c'est mieux aujourd'hui, mais à l'époque, euh, ça générait des sites. Enfin, moi, j'arrivais pas. J'avais des sites qui étaient un petit peu lents. J'avais des sites Mhm. sur des frameworks qui étaient pas très récents. Mhm. Donc Webflow. Et donc, moi, j'ai totalement adopté le produit. Donc, j'ai commencé à faire tout mon front-end là-dessus. Mhm. Euh, et, on, et donc, en effet, on fait des sites pour nos clients. On le revendique pas énormément parce que toute notre acquisition se fait sur la présentation. Mhm. Euh, mais on va quand même faire, disons, entre 4 et 5 sites par mois dans Mhm. l'agence à mettre en perspective avec, on a entre 100 et 150 projets en même temps dans l'agence qu'on traite Ok. sur Ouais, la ça doit être présentation. sportif.
Ça doit être sportif sur le nombre de présentations qui fait quoi, etc. Ouais. Par curiosité, vous êtes combien sur la partie BizDev dans l'agence? Parce que enfin, moi, il y a une facilité dans le SEO qui est liée au recurring. Et du coup, en fait, Mhm. tu connais tes clients. À partir du moment où tu rentres un client, il est ici pour quelques mois généralement. Et t'as pas, tu vois, autant de projets en live en continu qui sont en train de tourner avec du newbies à rentrer tout le temps. Ouais. Ouais, vous êtes combien sur cette partie-là? Alors aujourd'hui, il y a deux personnes, mais pendant très longtemps, ouais, c'est ça, il y a toujours eu deux personnes sur le BizDev. La réalité, c'est que le métier de BizDev, enfin, on n'a pas vraiment de BizDev dans l'agence, on a plutôt des account managers, donc des Ouais. personnes qui vont répondre aux leads et les transformer ou relancer le portefeuille actuel de clients. Mhm. Donc voilà, deux personnes. En fait, on a essayé de faire une agence qui est extrêmement lean dans Ouais. l'idée, c'est-à-dire d'avoir, tu vois, sur la trentaine de personnes qu'on est, on va avoir un à deux chefs de projet, nous deux les fondateurs, deux personnes à l'account management, et le reste c'est que des designers. Ouais. À mettre en perspective avec les modèles d'agence où en général tu as un petit peu plus de chefs de projet, Mhm. un peu moins de personnes à la production, ou plutôt des agences hybrides qui vont aller chercher des freelances. Mhm. Nous, on avait fait le choix d'un modèle ultra internalisé, donc on Mhm. sous-traite jamais rien. Si on sait pas faire, on fait pas, et on prend que des personnes en CDI. Mhm. Mais ça, c'était plutôt pour la qualité. Donc voilà, Ouais. en termes d'organisation, ça va être ça. Et très outillé, forcément, pour que ça tienne, tout ça. Donc, Ah ouais. que ce soit Doit sur la avoir partie. un Ouais, système de gestion interne qui doit être au quart de tour, quoi. ouais, ça doit être très, très précis parce que bah, si tu veux faire de la qualité, il faut que tu promettes des deadlines que tu tiens 100% du temps et que Ouais, tu délivres de la qualité et que la gestion de projet soit parfaite. Donc, ça veut dire qu'elle soit très réactive ouais, aussi, donc très disponible. Et ça, avec deux personnes sur 150 projets, c'est compliqué. En fait, il faut d'une part laisser beaucoup de flexibilité aux clients sur la façon de te contacter. En étant mhm, du premium, tu peux pas leur dire oui, nous c'est que Slack ou c'est que un ticket ou c'est que tu m'appelles entre telle heure et telle heure. En fait, tu t'appelles quand tu ouais, veux. ouais, En même temps, il faut avoir une notion du staffing qui est de haut niveau, si je puis dire. Donc, savoir mettre les très bonnes personnes au bon endroit. ouais, Euh, donc, se dire que peut-être que si quelqu'un est plutôt plutôt fort pour faire des decks de crypto et quelqu'un qui est plutôt fort sur du luxe, essayer d'avoir cette allocation de ressources. Il faut en même mhm, temps satisfaire les designers qui ont envie de changer de sujet souvent et qui se disent t'es sympa, mais moi j'en ai marre de faire du luxe en fait. Euh, J'en ai marre des fonds blancs et des typos fines. Donc voilà. Et il faut optimiser ton staffing pour que il y ait toujours 100% de personnes staffées dans ta boîte et qu'il n'y ait pas de temps mort. Donc il y a ça aussi. Ouais. C'est vraiment, putain, c'est vraiment, non, c'est marrant quand tu dis ça parce que, tu sais, on se met du scope, voilà, il y a les clients, etc. Comment tu gères tes clients. Et puis en fait, il y a une importance énorme sur tes employés parce que, comme tu l'as dit, tu sais, ton taux de ta rétention après la période d'essai, ça va être 1 sur 2. Parce que chacun des gars, tu as investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour les former. C'est des gars qui sont importants pour toi, avec lesquels tu travailles depuis longtemps. Et t'as pas envie de les perdre, quoi. Et donc, quand tu te dis, ouais, j'aimerais bien changer un peu, tu te dis, allez, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir trouver un petit projet qui va fit, qui va, tu vois, qui va Ouais, stimuler, tester là-dessus, un truc qui n'a pas trop d'enjeux, sans toutefois bloquer le reste. Et pourtant, on a des demandes en crypto, donc ce serait mieux qu'ils fassent de la crypto. Mais bon, tu vois, c'est ouais, c'est important ça. que chacun ait sa part aussi, quoi. Ouais, et puis t'as l'attachement des clients, tu vois, qui te disent ah non mais moi en fait je veux travailler qu'avec cette personne-là en fait, je veux personne d'autre. Et c'est le mien de designer en fait. Vous le lâchez pas quoi. Donc en effet, il faut pouvoir gérer avec tout ça. Donc les personnes à la gestion de projet sont très très talentueuses et en effet gèrent ça d'une main de maître. Très important. Ceux qui sont à la gestion de projet, du coup, c'est ceux qui font l'allocation des clients un peu sur cette partie-là, qui sont qui font le tampon entre guillemets entre le designer et le bizdev et qui vont aller récupérer, voilà, qui vont travailler en collab, j'imagine, avec le bizdev pour savoir quel est le designer le plus adapté et trouver un peu la patte sur le designer, etc. Ouais, c'est des jobs très transverses. Alors, Mm. nous, on laisse nos clients parler aux designers, Ouais. très souvent, sauf si les designers n'ont pas trop envie d'échanger avec les clients. Mm. Mais souvent, en fait, c'est pas mal d'avoir, tu vois. En fait, on a commencé comme ça, là. On n'avait pas de chef de projet pendant très longtemps, donc Ah, au tu peux début, pas, les de toute façon, designers, t'as par que des défaut, designers. c'est pas un choix, hein. Donc, Ouais. ils parlaient. Et aujourd'hui, c'est un peu plus nuancé. Ça dépend des clients, ça dépend des projets, Mm. etc. Ouais, les chefs de projet, ils ont ce rôle-là, ils ont ce rôle
d'être disponible auprès des clients, de faire attention à la qualité de la communication. Donc à tous les mails qu'on envoie, il faut qu'ils soient parfaits. Les échanges, il faut qu'ils soient, il faut qu'ils soient bien réalisés. Il faut qu'on soit préparé. Et en même temps, ils éteignent tous les incendies qui sont soit là, soit sur le point de, de se créer. Donc voilà, ils ont beaucoup de seaux d'eau pour y arriver. Et donc un poste qui demande beaucoup d'énergie forcément et qui te demande d'être dans le jus assez souvent. Ouais. Ok, intéressant. Ouais, ouais, putain, c'est pas le poste le plus facile, hein, chef de projet, quoi. Non, Parce que tu c'est ouais. dur, ouais. C'est Ouais, assez exigeant, ouais. En fait, surtout que tu manges que les problèmes, quoi. C'est genre toute la journée, ton job, c'est quoi le plus gros problème aujourd'hui que je vais devoir gérer, quoi. Et tu sais, tu dépiles les problèmes. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est un peu ça Ouais, avec moi c'est ou mes team leads, tu vois. T'as ta liste de problèmes et tu vas au problème le plus urgent pour aller dépiler ça. Et tu dépiles un peu, surtout en disant, bon, ok, c'est quoi la prio, etc. Et t'as souvent plus le côté problème que le côté. Ah, livrable, merci, ouais. ça fait plaisir d'avoir un bon Ouais, chef de c'est vrai. projet, tu vois, etc. Après, ça dépend. Nous, on a des clients, tu vois, on a des super relations. Ouais. Vraiment, c'est sympa de développer des relations avec eux. Et je pense qu'il y a cette partie du job qui est quand même très agréable, que ce soit pour les designers ou pour les chefs de projet. Et en effet, il y a la Mhm. partie du job où il faut cadrer, il faut refacturer, il faut essayer de faire avancer des projets parce qu'ils sont à l'arrêt. Ouais. Il faut tout gérer en même temps. Et en effet, il faut avoir une vue très globale et une bonne mémoire. Ouais. Mhm. Ouais, c'est vrai que surtout sur la partie grand compte où les cycles sont longs et il y a beaucoup de parties prenantes, généralement, c'est des trucs où forcément tu as un peu d'enlise qui arrive facilement, quoi. Donc, pas facile, quoi. Ouais, c'est toujours trouver le bon curseur entre le cadrage et disons et dire oui au client et ça c'est Ouais. c'est un curseur qui est difficile à trouver mais il faut s'adapter en fait faut souvent c'est peut-être souvent ça le secret c'est d'avoir peu importe les personnes dans l'agence c'est qu'ils aient une très forte capacité d'adaptation donc dans le premium Ouais. en tout cas et adapter ses discours adapter ses livrables adapter les choses quand même au contexte Ouais, tu c'est ce qu'il y a m'étonnes. d'être premium je pense. Entre le luxe et l'industrie, c'est pas forcément les mêmes attentes. Non non non. Euh, Tout à l'heure, tu disais que tu fais de l'acquisition avec du paid. Ça m'intéresse parce je trouve qu'il y a peu d'agences qui travaillent l'acquisition avec le paid, ou du moins on peut parler. Très souvent, c'est de l'organique ou du contenu ou des choses comme ça parce que c'est un peu les modèles éprouvés sur cette partie-là. Qu'est-ce que vous faites en paid? Ça m'intéresse de savoir un peu. Alors on fait en fait, on va juste adresser les mêmes mots-clés qu'on Ok. adresse en organique. Hein, donc Ouais. vraiment, c'est bête, c'est assez bête. Euh, c'est juste que la SERP, nous, elle est tout le temps prise par du sponsor. Donc Ouais. même si on est premier sur notre keyword, on sait que tu vas avoir pas mal de résultats avant. Et donc on va enchérir sur notre mot-clé principal qui est agence PowerPoint, qui est le Mm. seul, quasiment l'unique sur notre marché de niche. Et on va avoir un CPC à 8 euros aujourd'hui sur ce mot-clé, qui a augmenté au fil des années. Ouais. Donc T'es quand tu pas as tout un seul dessus, étudiant, quoi. quand t'as un étudiant qui veut refaire son mémoire de fin d'études, t'es un peu dégoûté qu'il ait cliqué. Mais bon, c'est c'est la vie. Et, euh, et voilà, donc c'est essentiellement ce qu'on fait en paid. Euh, il faut savoir qu'on n'a pas, enfin, on n'a jamais eu de stratégie, enfin, à part ça en paid, on fait que ça. On a fait un Mm. peu de, ouais, on a fait un peu de pub YouTube, on a fait deux, trois choses comme ça, mais ça marchait pas. Du social ads dans le B2B grand compte, c'est pareil. Alors peut-être que ça marche pour Ouais. certains, mais pour nous, franchement, on n'a pas vu l'intérêt. Euh, et ensuite, on a une stratégie de contenu je dirais, qui est loin d'être aussi performante que la tienne, dans le sens où nous, on a vraiment mis en avant, tu vois, la marque Slidor, Mhm. etc. Et donc, on n'a jamais eu de personal branding, ni mon frère Mhm. ni moi. Déjà parce que je pense qu'on n'est pas très bon à ça. Mhm. Donc, et aussi parce que, en fait, c'est une autre époque maintenant. Et quand on a commencé, il n'y avait pas vraiment tout ça, ce Ouais. côté personal branding, LinkedIn et tout. On a développé d'autres armes pour l'acquisition. Ok. Ouais, c'est intéressant. Du coup, vous avez fait votre acquisition très, ouais, très SEO, très SEA, qui sont des médias un peu faceless, tu vois, où tu vas de Ouais. manière pas anonyme, mais avec la brand, quoi, en fait. Je Ouais, trouve que tu as bien défini en disant ça, quoi. C'est des trucs qui sont en dehors de ta personne et de tout ça et qui passent un message d'entreprise et de marque plus qu'un message personnel, quoi. ouais, c'est ça. Alors, évidemment, tu as d'autres objectifs à ça qui sont éventuellement un jour tu veux revendre ta boîte, tu as envie d'être dispensable, tu veux pas trop, tu vois, d'intuitu personnel ou que les gens se disent, OK, s'il n'y a pas les fondateurs, ça tourne Mhm. pas. Il y a tout Tu fais ça. pas dire. Et d'un autre côté, voilà, il y a plein d'arguments pour le personal branding, tu vois. C'est super de voir des fondateurs qui partagent des choses. Mhm. Et moi, bah oui, je suis très sensible au fait que
je vois des experts comme toi sur LinkedIn qui disent des choses qui sont très pertinentes. Je me dis, bon, bah, ok, il sait de quoi il parle. J'ai envie de bosser avec lui. Ouais. Donc, Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est vrai que c'est cool pour ça, mais en effet, moi, alors qu'il est l'acquisition, si je pars en vacances, elle part en vacances avec moi, malheureusement, donc c'est un peu plus technique, on va dire. ouais. Ah, c'est Mais très bon, bah, trop bien. concurrentiel, toi, ce que tu fais. Donc, ouais, ouais, il y a du Ouais, monde. ouais, c'est ce que je découvre petit à petit, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, écoute. L'avantage, c'est que j'aime ça, donc c'est le plus important, j'imagine. À partir du moment où t'aimes bien ce que tu fais, généralement, ça déroule. Je suis d'accord. Ouais. Si c'est sincère, ça marche quand même tout de suite mieux. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça te nécessite tellement moins d'efforts, en fait, c'est le plus Ouais. important. Une dernière question que je voulais te poser, c'est un peu pour toi les trois règles d'or de la relation client. Moi, c'est un truc sur lequel je vais te laisser, je vais blablater un peu 2 minutes comme ça te laisse le temps d'y réfléchir un petit peu. Mais en gros, j'ai beaucoup galéré avec ça au début, assez simplement parce que je n'ai pas d'un monde de la relation client, j'avais pas eu de client avant historiquement, et donc en montant une agence, j'ai dû découvrir un peu, bah en fait, oui, au-delà de performer dans ce que tu fais et de faire un bon produit ou un bon service, il faut que tu sois bon pour la relation client, et ça passe par des bons reporting, ça passe par des bons échanges, ça passe par du professionnalisme, ça passe par être à l'heure, etc., etc. Toi, alors qu'il est les trois règles d'or pour toi sur de la relation client, tu dirais que c'est quoi les trois choses que les gens font mal, ou alors les trois choses sur lesquelles on doit nail ça, on doit être bon là-dessus pour pouvoir assurer la relation client? Alors, la première chose qui me vient à l'idée, c'est faire ce qu'on dit. Donc, il faut pas surpromettre. Mhm. Et donc, et souvent, on a tendance à vouloir, en discours commercial, dire voilà, oui, oui, bien sûr, tout ça, on le fait, il y a pas de problème. T'inquiète pas. Euh, mais voilà, et nous, vraiment, la règle d'or, c'est on a des deadlines, on les respecte, mais quoi qu'il arrive, vraiment, il n'y a Mhm. pas de retard de deadline, etc. En effet, après, donc on promet des choses qu'on est capable de faire. Ensuite, il y a la rigueur, mais au sens large. Donc c'est nous, en effet, on va être là à l'heure au call, mais tout le temps, on va avoir de la rigueur dans notre communication. Donc on va faire des très beaux mails, on va prendre le temps de faire de la rédaction, et on va essayer, tu vois, d'offrir une expérience qui est égale sur tous les points de l'agence, donc d'avoir de la rigueur partout. On va faire en sorte que, tu vois, bah oui, nos designers, ils aient des bons micros, des bonnes webcams. Mhm. On va faire en sorte que euh, sur les mails, il n'y ait jamais de faute, absolument jamais une faute dans un mail qu'on envoie. Et on va avoir de la rigueur dans nos livrables aussi. Donc, on va faire un contrôle qualité qui est carré. Mais bon, ça fait un peu partie de la. C'est pas vraiment de la relation client, mais bon, ça fait partie de l'expérience. Si, Donc, je en pense vrai, que tu ouais, vois, si, ouais, ouais. c'est quand même. En fait, on se dit à chaque point de contact, il m'offre un même niveau de Ouais. qualité. Donc, c'est super. Et voilà. Et ça, c'est très important. Donc, il faut essayer de le diffuser dans l'agence du mieux qu'on peut. Mhm. Voilà. Et ensuite, je pense que alors, pour mon business en tout cas, cadrer les clients, c'est assez important et ils le demandent. Je pense que les réflexes premiers, c'est de dire on va tout faire, et on va faire plaisir à notre client. Et Mhm. dans plein de situations, nous, en fait, ce qu'on nous demande, c'est écoutez, sollicitez-moi le moins possible, mais tenez-moi par la main et délivrez. Ouais. Et en fait, donc très souvent, on va avoir des postures ou des discours, on leur dit écoute, t'inquiète pas, en fait, on sait très bien ce qu'on est en train de faire. En fait, tout ce qu'on fait est dans ton intérêt. Donc, juste fais-nous confiance et tu verras que, Mhm. comme d'autres, tu seras pas déçu à la fin si tu nous laisses travailler. Et voilà. Et donc, on n'est pas forcément dans la surcommunication, nous. Tu vois, on est plutôt on délivre. Donc, on veut Mhm. un effet waouh dès qu'on délivre quelque chose. Mais en revanche, on est disponible. Donc, Mhm. les clients, ils ont toute la liberté, même de venir dans nos bureaux, de venir chez nous le soir pour voir si on bosse. Enfin, on est dispo et voilà. Et ensuite, peut-être dans la relation client, tu vois, nous, il y a quelques règles dans l'agence. On reçoit un lead, on a 15 minutes max pour le rappeler. Ok. Et donc, c'est plutôt 5 minutes en général ou 1 minute. Mhm. Euh, mais c'est très important, ça renvoie tout de suite une image assez forte, Ouais. une image de réactivité, une image de, en fait, on te répond très vite. Et je pense que dans tous les métiers de service, tu vois, c'est toujours un peu pénible de répondre aux mails trop tardivement ou d'attendre, se dire, OK, le rythme que m'a imposé l'agence, en gros, c'est ils me répondent demain. Mhm. J'envoie un mail, ils me répondent demain, ou je les appelle, ils sont pas dispo, ou voilà. Et tout ça, ça peut créer un peu de frustration. Évidemment, il faut gérer son orga derrière, hein, parce que c'est Mhm. dur de se dire que tu es disponible, mais dans la mesure du possible, offrir un gros niveau de réactivité, euh, c'est très vertueux pour ta relation client, je pense. Ok, putain, c'est grave intéressant. Ce qui est fort, c'est que
En fait, ce qui me fascine dans ce modèle-là, c'est que c'est je vais pas dire le modèle inverse du mien, mais tu vois, je suis proche d'un modèle inverse dans le sens où moi, je surcommunique énormément. Enfin, je pousse mes gars à surcommuniquer en leur disant, voilà, même si vous a pas répondu, vous faites, voilà, vous avez travaillé 1 heure sur le client, vous lui shootez un mail pour lui dire ce qui a été fait, ce qui a avancé, même si c'est Non, mal fait, même si le formatage, la forme est pas bonne, etc. Tu vois, d'être vraiment dans un côté plus surcommuniqué et avoir ces aspects-là. Et je suis pas très bon sur la partie formatage, en effet, mais c'est inspirant, c'est intéressant, et sur la partie réactivité et tout. Et les micros, tu vois, typiquement, c'est un truc récemment, je me suis dit, putain, les gars, là, on est en call toute la journée en full remote, quoi, les gars, on se doit d'avoir des bons micros, c'est pas possible. Donc, c'est marrant que tu me dis ça, c'est des choses qui font pas mal écho. Et, mais en tout cas, j'étais je pareil. pense que tu as raison, tu vois, de faire ce que tu fais. Et je pense que c'est un peu dépendant de notre business aussi ou de nos 100%. personnalités. Ouais, ouais, Donc, ouais. tu vois, moi, je vais jamais, enfin, quelqu'un qui surcommunique et qui m'envoie des mails quand enfin, je suis très heureux qu'il le fasse, en fait. Donc, tu as raison. C'est toi qui as raison dans ce cas-là, tu vois. Bien sûr. Ouais, je pense que ça dépend à qui tu t'adresses beaucoup, hein. Je Ouais, pense que c'est parce que ça. votre typologie de client et la mienne sont à l'opposé probablement. Ouais, Et sans du doute que les coup, grands comptes, forcément, il y a une gap. ils aiment pas trop qu'on les dérange trop, ou alors c'est Ouais, un sujet sur le côté pour eux par moment, tu vois. ouais. Euh, donc voilà. Toi, tu as les entrepreneurs, ils ont envie de savoir peut-être ce qui se passe, tu vois. Tous les jours, ils ont envie de savoir où leur argent il va et comment est-ce que ça Ouais, se passe, exactement. tu Ouais. vois, et est-ce que ça grossit, est-ce que ça grossit pas, et comment est-ce qu'on démêle tout ça, quoi. Mais ouais, putain, c'est intéressant en tout cas. Ça va être un bon sujet inspirant. Je réécouterai toute cette partie-là, je pense, histoire de voir ce que je peux appliquer de mon côté, parce que si j'arrive à avoir et de la surcommunication et ta rigueur, ça serait excellent, quoi. Ça serait vraiment le C'était les deux, perfect ouais. pattern. Non, Mais c'était les bon. deux. Ok, bah écoute, merci beaucoup Jérôme pour toute cette discussion. Je vais te laisser un petit mot de la fin tranquillement. Et écoute, ça m'a fait vraiment plaisir de discuter avec toi. Plein d'insights intéressants sur le fonctionnement d'une agence PowerPoint slash agence de design. Parce que c'est un modèle que je connais qui ressemble au mien tout en étant extrêmement différent. Donc assez intéressant pour moi de voir tout ça. Et écoute, sur ce, je te laisse le mot de la fin. Bah écoute, merci, c'était un plaisir réellement. Peut-être le mot de la fin, bah, c'est pour toi Léo, parce que tu fais pas ta pub, mais voilà, tout ça pour dire que moi qui ai fait du SEO pendant très longtemps et qui estimait avoir plutôt un bon niveau, j'étais très heureux pour la première fois de faire appel à quelqu'un comme Léo et qui m'a apporté beaucoup de choses que j'avais pas vues. Donc voilà, si demain vous avez un besoin, n'hésitez pas à passer par Léo parce que il est hyper bon et Léo ne m'a pas payé pour ça, hein, je tiens à dire. Je le dis avec grand plaisir. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Écoute, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée sur YouTube qui fait bien. À plus. Salut tout le monde.